Ce film-là, pour moi, c'est un amour de jeunesse. C'est le premier film, sans doute, que j'ai vu consciemment. Et c'est celui qui probablement a laissé le plus de traces dans mon âme et conscience. En plus, les traces sont là. Il a laissé des traces non seulement dans mon âme et conscience, mais par conséquent dans quelques films qu'on a fait ensuite. Ce film a été pour moi une école esthétique, une école morale et une école de citoyens, donc une école politique. Pourquoi une école esthétique? Parce que c'est un documentaire qui a une grande acuité et une grande objectivité. Et ça, c'est très rare. Ça va jusqu'au point où cette acuité-là montre l'imposture, la tromperie, le mensonge des bombardements aériens. C'est-à-dire qu'on raconte que c'est des objectifs militaires, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. On voit ça dans le film quand les bombes tombent, que ça n'a que c'est n'importe quoi. Ça peut aller n'importe où et que par conséquent, on a inventé, comme les Américains l'ont fait, le bombardement en tapis. On écrase tout ce qu'on peut écraser, il n'y a aucun objectif stratégique ni précis. Et ça se voit dans le film. On voit beaucoup d'autres choses grâce à l'acuité du travail de Grémillon. On voit par exemple, après la tempête, si on peut appeler ça comme ça, on voit des gens qui marchent d'un certain âge. Et on se dit, bon Dieu, mais c'est fini. Plus personne chez nous, même pas les paysans, ne marche encore comme ça. Ça m'a frappé la dernière fois que j'ai vu le film. C'est ça le travail objectif documentaire. Et il y a une troisième chose qu'on voit grâce à cette acuité de Grémillon, c'est que même dans le domaine interview, comme ça, comme on est en train de faire les idiots là, entre nous, ou la TV dans la rue, les gens qu'on arrête et à qui on dit alors comment c'était, tout ça, les gens qui répondent dans ce film, il y a une institutrice et un menuisier, non, absolument pas du tout pour des raisons seulement sociales ou de classe, ont une façon de parler qui n'a plus rien avec la façon de parler que les gens qui subissent le même traitement de nos jours ont de parler. Ils ont une façon de parler qui, sans qu'ils le sachent ou le veuillent, est une façon théâtrale et même brechtienne de parler. C'est complètement différent. On a l'impression qu'ils récitent leurs expériences. Ils les recitent, ils les rappellent et ils les récitent. Et ils ne font pas semblant d'être naturels. Et ça, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de films où on voit des choses comme ça. Voilà. C'est une petite somme cinématographique, ce film, aussi pour le fait que il y a là un mélange des genres qui est unique, ce qui est très rare. C'était ce dont rêvait toujours Truffaut, c'était le mélange des genres. Il y a un mélange des genres, un mélange de tons et un mélange et des variations extraordinaires. Le film a plusieurs étapes et elles sont très claires. Ce que j'appelais la petite somme cinématographique, c'est la part de fiction qu'il y a dans le film. J'ai revu ce film-là dans une rétrospective de nos films qui avait lieu il n'y a pas très longtemps au Centre Pompidou de Metz, et j'avais exigé d'avoir ça comme carte blanche. Et on a eu une des deux copies des archives de Bois d'Arcy. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis tout d'un coup surpris à pleurer à grosses gouttes dans le noir.
Parce que pour la première fois, je découvrais la destruction et le gâchis. Moi, je suis un patriote lorrain, appelons ça comme ça. Disons que bien avant le débarquement, et même avant 42, l'hiver de 42, qui est l'hiver de Stalingrad, dont je me souviens très bien, parce que je faisais du patin à glace sur la Moselle complètement gelée, et que mon père disait, ça y est, ça c'est le commencement de la fin, avec un large sourire. Et là, on savait qu'il y avait une possibilité qu'on serait peut-être libéré un jour. J'avais une mansarde là, chez mes parents, et dans cette mansarde, j'étais tout seul, et il y avait une petite lucarne, et il y avait une carte du Cotentin et de la Normandie, et j'avais des petits drapeaux. Et quand ils ont débarqué, mon cœur n'a fait qu'un bond, et j'étais heureux. Et j'ai mis les petits drapeaux au jour le jour. Voilà. Et on croyait à la libération. Et un beau jour, on voit ce film-là. On aurait pu être sur place et voir la réalité, mais on voit ce film-là et on découvre ce que j'ai découvert. Quand le débarquement est arrivé, on s'est dit ouf, pour nous c'était la libération. Bon, et qu'est-ce que montre ce film? C'est la libération. Le prix de la libération, le prix de cette libération. Et elle introduit le doute dans le spectateur sur cette libération. C'est ça qui est important, parce que on se rend compte lentement, sans que Grémillon le dise, c'est le malheureux, il était bien incapable de le dire, parce que c'était seulement en marche, c'était le début, et c'était tarné, caché comme d'habitude, comme tout ce que fait l'impérialisme américain avant de devenir cynique. Et on s'aperçoit lentement que cette libération, eh bien, c'était le début d'une colonisation, tout simplement. La nôtre, d'abord, c'était pas l'objectif, puisqu'on voulait nous libérer, mais on voulait bel et bien coloniser tout le reste de l'Europe. Et on aurait aimé le faire jusqu'à l'Oural. Bon, mais il se trouve que Staline a été plus fort. Le film ne fait pas plus d'une heure, il fait un peu moins d'une heure. Alors, il ne pouvait pas sortir comme ça. Et après, ils ont dit on va en faire un court-métrage. À l'époque, on était obligé de passer des courts-métrages et le CNC punissait les gens qui les sucraient, bien qu'il les fait, souvent les propriétaires de ça. Et on appelait ça, c'est le soutien au court-métrage. Alors, ils en ont fait un court-métrage et ils l'ont programmé comme ça, en attendant mieux. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu un cinéma à l'époque pour le sortir en version intégrale. Il faudrait enfin qu'il ait droit de citer. Et s'il n'a pas droit de citer là, c'est bien que les Français ont été colonisés jusqu'au trognon, jusqu'à la moelle. Mais guarda caso, comme disent les Italiens, c'est pas par hasard qu'il n'a pas été financé par le Front populaire, aucun film de lui. Il y avait beau être au PC, il était Grémillon. Indépendant. Et personne n'en voulait. Pas seulement parce qu'il buvait un petit peu trop. Ils l'ont coulé, quoi. Il n'a pas réussi à financer le 1848. C'était son projet le plus cher. C'est resté dans les tiroirs. Depuis le 6 juin à l'aube, nous, on a toujours refusé, renoncé à tourner, commencer un film avant le 6 juin. Parce qu'aussi bien en Allemagne qu'en Italie qu'en France, autour du 6 juin, c'était toujours le déluge, quelles que soient les années. Alors on attendait jusqu'au 10, etc. Des fois on avait de la... Bon. Et qu'est-ce qu'il y a eu le 6 juin? Ils ont eu un temps dégueulasse. Il y a eu plus de GI qui sont morts noyés que des bombes allemandes. Ça c'est ça.
Et qu'est-ce que leur avait dit Eisenhower? Ragazzi, soyez tranquille, la météo nous annonce du beau temps. C'est quand même pas mal. Hein. Mais Eisenhower a menti, évidemment. Il y avait d'autres raisons, il ne voulait pas changer la date. S'il avait été un général qui tenait un peu compte, qui savait le poids de la météorologie, et il n'aurait pas été général, il aurait fait des films.